La vérité historique n'intéresse personne parce qu'on utilise ça comme des narratifs politiques pour, encore une fois, dire que les Russes, c'est des barbares qui mangent les enfants. Toute cette opération militaire spéciale est faite pour que les unités comme Azov disparaissent du territoire ukrainien. Vous déployez les bases à nos frontières en disant que c'est les bases contre l'Iran. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? Sur Géopolitique Profonde, nous sommes le mercredi 14 mai 2025 et nous recevons à Moscou le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Bonjour. Piotr Legoïevitch, merci d'avoir accepté cette interview. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Et là, je voudrais aborder des sujets à la fois d'actualité, mais en même temps commencer aussi par un sujet historique, c'est le 9 mai. Parce que quelquefois, je pense qu'on ne se rend pas compte en France ou dans le monde francophone de la signification de ce 9 mai, puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous envahissait. Les Polonais ont voulu vous envahir, les Français, les Suédois, et puis finalement les Allemands, et puis vous les avez battus. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre cette victoire contre les Allemands et les autres invasions que vous avez repoussées? Mais pour nous, la victoire de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est un événement fondamental qui a touché presque chaque famille en Russie. Donc on a perdu 27 millions de nos citoyens, des soldats, des officiers, des civils, lors de cette guerre. Et donc ça a été il y a presque un siècle, donc déjà 80 ans. Et on demande à chaque fois, mais pourquoi les Russes font ça? C'est l'histoire, on oublie, ça passait, etc. Mais pour nous, c'est pas l'histoire, ça fait partie du code national, si vous voulez, de la protection de notre pays contre les envahisseurs, de la mort pour la souveraineté et la liberté des futures générations. Et en fait, l'époque d'il y a 80 ans, aujourd'hui, se répète en quelque sorte pendant l'opération spéciale en Ukraine. Parce que malgré toutes les accusations de l'Occident que c'est le rhétorique militaire de Poutine qui vont défiler militaire, etc., pour nous, ce qui est important, c'est transmettre aux futures générations cette mémoire de nos ancêtres, de nos grands-pères et de nos pères qui ont perdu leur vie pour la liberté, la future liberté des futures générations. Et c'est, si vous voulez, la même chose, le même combat continue aujourd'hui. Et quel regard vous jetez, par exemple, lorsqu'on voit en Ukraine, on a vu qu'à Lvov, ils ont déterré sans doute leurs arrière-grands-parents, d'ailleurs, qui étaient de la région. Ils les ont déterrés des monuments aux morts, pour sans doute les jeter, d'ailleurs, quelque part. Vous savez, c'est bien dommage. Ça se passe non seulement en Ukraine, ça se passe par exemple en Pologne, ça se passe dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est sous le slogan de décommunisation. On démolit des cimetières où étaient enterrés des soldats soviétiques, donc les gens qui ont donné leur vie pour que le Polonais ne parle pas allemand, par exemple. Et 600 000 soldats soviétiques sont morts en Pologne. Et à mon avis, l'absence de respect à la mémoire de ces gens, c'est beaucoup plus important comme la drame pour le futur de la Pologne que pour la Russie. On pense que, bon, pour nous aussi, c'est bien dommage. On veut protéger ceux qui ne peuvent plus se protéger eux-mêmes. Ils sont morts. Donc, nous, on veut protéger cette mémoire, mais l'absence de si vous voulez, l'absence de respect à ceux qui ont libéré la Pologne, malgré qu'ils ont été communistes ou pas communistes, à mon avis, pour la Pologne, ça fera du mal. C'est un problème. Il y avait 200 000 Polonais dans l'armée soviétique, si je me souviens bien. Oh, oui, oui, il y avait 200 000 Polonais, mais aussi, je sais exactement le chiffre, c'est 600 000 soldats soviétiques sont morts en Pologne, sur le territoire de la Pologne. Et donc la Pologne telle qu'il est aujourd'hui, il n'existait pas si l'armée soviétique ne l'a pas libérée en 1945. Qu'est-ce que ça vous a fait de ne pas voir Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, enfin les grands chefs d'État européens, plutôt les chefs des grands États européens sur la place rouge? Mais c'est la période quand les chefs des grands pays de l'Europe préfèrent de rester sous les drapeaux avec le portrait de Stepan Bandera, le collaborateur de Hitler. Et donc, s'ils restent sous ce drapeau, c'est leur choix. Mais c'est bien dommage pour les peuples, pour le peuple français, pour le peuple allemand, pour le peuple polonais, qui n'ont pas peut-être imaginé, dont les parents n'ont pas imaginé que le choix pareil sera fait par les dirigeants de l'Europe. Il y a une personne dont je vais vous parler, c'est Kaja Kallas, donc en plus fille d'un apparatchik soviétique de l'époque de l'URSS. Elle a intimé l'ordre en menaçant les membres de l'Union européenne ou ceux qui souhaiteraient adhérer à l'Union européenne de ne pas venir en fait aux célébrations du 9 mai. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une ressortissante d'un pays d'1,3 million habitants diriger la politique étrangère de l'Union européenne et menacer des pays comme la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie? À mon avis, tout se menace. C'est des interventions qui n'ont aucun sens. Parce que les dirigeants des pays qui sont venus sur la place rouge
comme a dit Poutine, c'est des leaders politiques, mais aussi des leaders comme les personnages. Donc, ils prennent eux-mêmes les décisions. Et donc, anti-russophobie des pays baltes, dont est ressortissante Kallas, c'est connu. Ils ont été la vitrine de l'Union soviétique et du coup, ils sont devenus l'arrière-cour de l'Union européenne. Donc, à mon avis, c'est assez rigolo quand, par exemple, Estonie ou Lituanie ou Lettonie, à chaque fois, ils font des interventions anti-russes les plus radicales possibles, imaginables. Peut-être c'est parce que la mouche traverse leur pays dans 2 heures, donc je ne sais pas quelle est la raison, ou peut-être parce que tous les jeunes sont déjà partis en Irlande travailler dans les restaurants. Donc c'est leur problème à eux, nous, ça ne nous concerne pas, toutes ces interventions. Quand vous regardez les pays qui composent l'Union européenne ou les pays d'Europe en général, sur lesquels vous pensez que la Russie puisse compter dans l'immédiat ou même pourquoi pas avec des élections sur lesquelles la Russie puisse s'appuyer dès maintenant ou tôt ou tard? Vous savez, d'abord, pour nous, l'Union européenne, c'est une construction qui nous rappelle de plus en plus l'ex-URSS. Parce qu'il y a toujours les pays qui sont attachés à cette union, il y a toujours les pays qui ont leur propre voix, par exemple, je ne sais pas, Hongrie ou Slovaquie ou les autres, mais à mon avis, pour l'instant, les relations entre la Russie et les pays qui font partie de l'Union européenne, ils sont très mauvais, pas par notre faute, mais parce que les pays de l'Union européenne ont pris la position très claire du soutien de l'Ukraine. Cette position n'a pas été, cette décision a été prise sans réfléchir, sans même compter les vraies causes du conflit. Et durant ces 3 ans, ils ont tellement dit des mensonges sur mon pays et tel grade de russophobie est déjà monté que je ne peux pas imaginer dans des années à venir d'avoir le rétablissement des relations qu'on avait même avant ce conflit. Et comment vous avez vu de Russie cette espèce de coup d'État qui a eu lieu en Roumanie, où le premier tour a été annulé en disant que c'était la faute de TikTok et de la Russie? Oui, mais c'est pas pour la première fois. Vous avez ça même, d'ailleurs, ça a commencé en Ukraine quand ils ont annulé la 2e tour de leur élection présidentielle et ils ont inventé 3e tour. Donc, sous la pression des Européens, on fait plein de choses comme ça dans l'Europe. Pourquoi, par exemple, toujours on force les gens de choisir entre les produits polytechnologiques et extrême gauche, extrême droite. Donc, il n'y a pas le choix, le vrai choix. Quand on dit les valeurs, l'état de droit, les valeurs démocratiques, la liberté de parole, durant les derniers 5-10 ans, on voit que tout ça, c'est des paroles, quoi. C'est des doubles standards qui existent seulement dans le vocabulaire de bureaucrates et qui n'existent pas sur le terrain. La même chose, bon, en Roumanie, mais la même chose bientôt a lieu en Moldavie, où il y aura l'élection présidentielle, où l'Europe pousse de la droite pour gagner. Il y a toujours cette concurrence politique mal foutue, à mon avis. Je voudrais maintenant un peu parler des sanctions. Le président Vladimir Poutine, je crois que c'était hier, a dit que les Européens qui avaient pris les sanctions contre la Russie étaient des idiots. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dès le début, je disais que les sanctions contre la Russie, pour les Européens, ça leur fera du mal. Pas parce que la Russie veut venger. Aujourd'hui, l'Europe a établi 25 800 sanctions. D'ailleurs, illégales, parce que les sanctions Doivent être validées par le Conseil de sécurité. dans le droit international doivent être validées par le Conseil de sécurité. Mais bon, ok, nous sommes sous les sanctions. Ils pensent que notre économie est déchirée, comme a dit Obama, en petits morceaux, mais finalement, ça fonctionne et on a la hausse de l'économie. Par contre, l'Union européenne a une baisse. Dès le début, on disait que sans les ressources, notamment les ressources énergétiques russes, qui ont permis à l'Allemagne et aux autres pays de l'Union européenne de développer leur industrie, sans les ressources qui n'étaient pas chères, l'Europe ne peut pas aller en avant. Et c'est la chute de PNB, la perte des emplois, et surtout c'est la classe moyenne européenne qui a souffert. Parce qu'il y a la hausse de prix pour 1 kilowatt de l'électricité en Europe, il y a la hausse de prix de gasoline, mais les Européens aujourd'hui, et surtout grâce à mass média européenne, n'ont pas dans la tête le lien entre leurs problèmes et la guerre en Ukraine. Parce que bon, la guerre en Ukraine, c'est qui? C'est Poutine, dictateur, sanglant, etc. Qui a perdu la tête. Qui a perdu la tête et qui veut envahir l'Ukraine. Non. On ne veut pas envahir l'Ukraine, mais vous allez souffrir de toutes les sanctions que vous avez entamées contre la Russie. Donc c'est pour ça que Poutine, quand il dit qu'ils le font contre leurs citoyens, c'est vrai.
C'est finalement, malgré tous les explications très vagues de la Commission européenne ou des chefs d'État européens, on voit le résultat. Les usines en Allemagne fermées, qui produisaient plein des choses, notamment des Oui, automobiles, voilà. Ils déménagent aux États-Unis. Voilà, ils déménagent aux États-Unis. Et donc, pour l'Europe, c'est un coût de l'économie très sensible qui restera encore pour le temps, parce qu'on ne peut pas rétablir ni les relations politiques, ni la confiance, ni donc la coopération économique. On ne peut pas la rétablir comme ça d'un coup. Je voudrais rester sur les sanctions. Le envoyé spécial de Vladimir Poutine aux États-Unis, Kirill Dmitriev, a dit dans une interview sur CNN, donc le journaliste lui demandait est-ce que vous avez demandé la levée des sanctions? Et lui, il a répondu non, parce que beaucoup croient à Moscou que c'est une bonne chose pour la Russie. Est-ce que ces sanctions étaient une bonne chose pour la Russie? Dans quelques sens, oui, parce que ça a permis d'abord à nos industriels de comprendre qu'il faut développer notre économie nationale. Le départ de certaines compagnies européennes du marché russe nous a donné la place pour développer nos propres producteurs et pour fournir la production russe à nos citoyens. Donc pour la Russie, c'est une bonne chose, dans le secteur agricole, dans plusieurs secteurs. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que quand même les sanctions, ça rend notre vie plus difficile. Mais plus c'est difficile, plus c'est intéressant pour les Russes. Je voudrais rester également sur ces déclarations de Vladimir Poutine. Il me semble que ces derniers temps, le président russe, qui toujours se contrôle énormément, il a du mal à cacher son mépris pour les dirigeants européens. Je dis bien européens, pas Donald Trump, dont il a dit plusieurs fois qu'il avait admiré le courage physique, etc. Mais par exemple, il a dit que tôt ou tard, les pays européens reviendraient au pied du maître américain en remuant la queue. Là, il les traite d'idiots. Est-ce qu'il y a, comment vous expliquez cette évolution du comportement de Vladimir Poutine qui, d'une retenue extrême, tout d'un coup se met finalement à parler, à dire vraiment ce qu'il pense, hein, je pense. Moi, je pense qu'il est loin de dire c'est ce qu'il pense pour l'instant. Et je crois que Poutine, c'est quelqu'un qui croit à des choses concrètes. Depuis les décennies, il attendait les promesses, les politesses de l'élite européenne sans aucune réponse à des questions, par exemple, de sécurité de la Russie, d'élargissement de l'OTAN, des questions qui sont vraiment pour nous très importantes. Et donc, il a compris que ces gens-là, ces politiciens-là, ne peuvent pas prendre les décisions. Ce n'est pas eux qui prennent la décision. D'ailleurs, d'une partie, c'est vrai. Et on voit ça lors de conflits ukrainiens. Ils n'ont pas toujours compris qu'ils ont perdu cette guerre. Donald Trump, les Américains, ils ont bien calculé ça, ils ont compris, et ils font semblant d'être intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine. Les Européens continuent à foncer, à dire, voilà, jamais on ne laisse pas l'Ukraine, on va fournir des armes, etc. Quelle arme? Quel soldat sur le sol? Emmanuel Macron a reconnu hier que la France ne pouvait plus rien envoyer. Donc, mais oui, mais d'où il prend? Et donc sans les États-Unis, ils ne peuvent pas, mais au niveau rhétorique, au niveau conflit, ils font tout leur possible pour vraiment rompre tous les liens, même éventuels en futur, avec les Russes. Parce que les Russes, ils ne peuvent pas nier le fait qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui mène la guerre contre la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens, sans l'aide européenne, ne pouvaient pas. Voilà, ça serait déjà terminé il y a 2 ans. Comment est-ce que la diplomatie russe a vécu la publication par Emmanuel Macron, je crois que c'était en juin 2022, de la conversation secrète qu'il avait eue avec Vladimir Poutine le 20 février 2022? La diplomatie russe, à mon avis, elle s'en fout, mais au niveau humain, à mon avis, Poutine n'a pas apprécié ça. C'est très important. On parle beaucoup de la chimie entre les leaders mondiaux, etc. Mais c'est la confiance. Et une fois la confiance disparaît, donc on ne peut plus avoir les discussions vraiment ouvertes. Emmanuel Macron ne peut plus être un intermédiaire, ne peut plus être un acteur que Vladimir Poutine prendrait en considération? Emmanuel Macron fait partie du conflit. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour faire semblant de rester en leader de l'Europe, il fait toute cette fanfaronnade sur les soldats sur le sol, sur le soutien de Zelensky. Il l'embrasse à chaque rencontre. Donc, très bien, c'est son choix, quoi. Il embrasse aussi Avjolani. Oui, il embrasse tout le monde. Mais bon, ça c'est son choix, ça c'est sa vie personnelle. Et nous, il n'y a aucun intérêt de discuter de ces choses-là avec M. Macron. Alors restons sur Vladimir Poutine. Nous fêtons les 25 ans donc, de l'élection de Vladimir Poutine à la présidence. Alors il était déjà au pouvoir depuis 1 an en tant que Premier ministre. Quel regard vous jetez sur son action? Comment est-ce que vous l'avez vu arriver? Quels sont les grands moments de ces 25 ans où vous avez vu que quelque chose est en train de se passer? C'est une question intéressante parce qu'on peut la répondre longtemps, mais je peux dire qu'il a évalué avec le pays.
Et là, la qualité d'un homme politique, il sent très très bien, de façon très forte, c'est ce qu'ils veulent les gens. Il a commencé, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait la guerre en Tchétchénie, il a commencé en disant qu'on va bâtir les terroristes partout, et ça a été apprécié par les gens. Et c'est comme ça qu'il a été élu pour son premier mandat présidentiel. Et donc, il a beaucoup cru, à mon avis, aux Européens, Angela Merkel, toutes les relations avec l'Union européenne, les négociations sur le rôle de la Russie, l'élargissement de l'OTAN. Après, il y avait son discours de Munich en 2007, quand il a dit, écoutez, vous nous prenez pour qui, en fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous déployez les bases à nos frontières en disant que c'est les bases contre l'Iran. Vous nous prenez pour les cons ou quoi? Et donc, après ce discours, hein, il y avait cette, si vous voulez, l'absence de confiance, la rupture entre lui et l'Europe en général. Et c'est pour ça qu'il a été diabolisé toujours après la Crimée avec tel enthousiasme par les leaders européens. Et lorsqu'il a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps également, il a dit qu'en 2014, la Russie n'aurait pas été prête à affronter l'Occident collectif unifié, et en fait, mais que finalement, il a préparé la Russie en quelque sorte à cet affrontement. Est-ce qu'il était inéluctable cet affrontement selon vous? Est-ce qu'il y avait moyen d'éviter, je dirais, le lancement de l'opération militaire spéciale? Oui, à mon avis, il espérait à ça en tout cas. Et on pouvait l'éviter s'il n'y avait pas un coup d'État en Ukraine en 2014, s'il n'y avait pas le soutien des Occidentaux par les armes, par l'infrastructure militaire, le régime ukrainien, et surtout s'il n'y avait pas cette volonté complètement obsédiaque de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Qu'est-ce qui a changé en Russie depuis 3 ans? Quelles sont les conséquences de l'opération militaire spéciale? On voit l'arrivée du temps des héros, par exemple. En quoi est-ce qu'on peut considérer que c'est presque une nouvelle naissance, finalement, ou une renaissance de la... C'est tout à fait, vous avez raison, c'est une nouvelle étape dans la société parce que, contrairement à ce qu'ils pensaient les soviétologues européens, les Russes, ils sont réunifiés autour du pouvoir. Même ceux qui n'aimaient pas pouvoir, Vladimir Poutine, n'étaient pas contents. Au moment et c'est toujours dans notre histoire, à partir des siècles, quoi, au moment d'une guerre dans laquelle était soumise la Russie, donc les gens, ils se réunissent autour du pouvoir pour gagner la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis très content qu'aujourd'hui, regardez par exemple en Ukraine, ils font déjà 9 vagues de mobilisation, tandis qu'en Russie, il y a entre 20 et 30 000 bénévoles chaque mois. Donc les gens, ils comprennent bien que si aujourd'hui, on ne résout pas jusqu'à la fin ce problème, c'est leurs enfants, c'est leurs petits-enfants qui seront obligés de faire la guerre. Alors précisément, j'en viens à ma question, plutôt la partie de notre entretien qui compte évidemment énormément, c'est où en est-on 3 ans après? Là, on rentre dans une phase de négociation. On a souvent l'impression d'un dialogue de sourds entre cette trêve de 30 jours, d'un côté, du côté otano-kievien, je dirais, et puis les Russes qui, eux, on peut très bien reprendre les discussions là où on les avait laissées il y a 3 ans. Comment vous analysez cette phase, cette séquence qu'on est en train de vivre et qui aboutira peut-être demain à une rencontre à Istanbul? À mon avis, ce n'est pas une phase de négociation. Je ne suis pas d'accord. Si vous voulez, il y a beaucoup de rhétorique sur les négociations. Mais les vraies négociations, il faut avoir la volonté de deux côtés. Pour l'instant, on voit que Zelensky et ses amis européens comme Macron, Merz et Starmer, ils pensent qu'ils ont déjà gagné cette guerre et qu'ils ont droit à lancer les ultimatums à Poutine. Non, ce n'est pas le cas. Et surtout, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre les ultimatums à la Russie et au président russe. Ça, c'est vraiment une très mauvaise chose. Et donc, tous ces ultimatums sur 30 jours de cessez-le-feu, ça sert à quoi? Pour que l'armée ukrainienne se prépare. Pendant ces 30 jours de cessez-le-feu, les pays européens vont arrêter leur exportation des matériels militaires en Ukraine? Non. Ils vont donner à l'Ukraine la possibilité de continuer sa résistance. Donc c'est pour ça que pour la Russie, ça n'a aucun sens. Vous dites la phase de négociation. Les négociations sur quelle base? Donc quels sont... C'est pour Donald Trump, c'est peut-être comme, je ne sais pas, on peut faire comme Corée du Nord, Corée du Sud. Non, et pour nous, c'est inadmissible. Pour quelle raison? Les gens, ils ont péri sur le front, il y a plein de blessés, des familles, des soldats et des officiers qui aujourd'hui font leur service. Donc vous croyez qu'ils vont avaler l'histoire de geler le front tel qu'il est aujourd'hui? Non,
À mon avis, on va continuer jusqu'à ce que le régime actuel ne reconnaisse qu'il a tort, qu'il a perdu la guerre et qu'il retire tous ses avances sur l'OTAN et l'Union européenne. La médiation américaine, vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas parce que la médiation américaine, c'est la façon de réduire les budgets américains pour l'Ukraine. C'est la façon de réduire l'argent qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les États-Unis fournissent aux Ukrainiens. Mais il y a quand même cette idée de se réunir à Istanbul, c'est peut-être aussi une volonté de reprendre les choses là où Johnson, là où l'administration de Joe Oui, Biden c'est ce qui est important, c'est qu'on comprend ça aussi très différemment. Poutine a dit, nous sommes prêts à négocier, à continuer les négociations de l'Istanbul. À l'Istanbul, il y avait le document qui a été d'ailleurs signé par la délégation ukrainienne. Et ce document prévoyait les garanties de sécurité pour la Russie, etc., etc. Donc ce document, c'est la base sur laquelle on peut reprendre aujourd'hui les négociations. Tandis que pour Zelensky et toute cette bande de ses amis, ils pensent qu'ils vont venir et ils vont dicter à Poutine ou faire un ultimatum à Poutine, 30 jours de cessez-le-feu, après vous retirez vos troupes de l'Ukraine, etc. Donc ça, c'est vraiment l'absence de lien avec la réalité. Aujourd'hui, l'armée russe, très lentement, mais il continue à progresser sur les territoires ukrainiens. Et comment vous expliquez que les Occidentaux aient pu croire que la Russie pouvait perdre cette guerre? Vous qui connaissez bien la France, vous connaissez l'Europe. Oui, à mon avis, les Occidentaux ont été mal informés d'abord sur l'histoire russe. Donc il y en a beaucoup qui pensent que l'Ukraine, c'est un État indépendant toujours, qui je ne sais pas, depuis plusieurs siècles. Tandis que l'indépendance ukrainienne a été organisée par la Russie, subventionnée par la Russie, par le gaz et le pétrole qu'on les a fournis pendant les 25 ans de leur indépendance. Et donc aujourd'hui, les Européens doivent payer cette indépendance, c'est à eux, après le Maïdan et le coup d'État de 2014. Je suis très content pour eux, mais ils pensent qu'ils peuvent gagner la guerre contre la Russie malgré, si vous voulez, l'histoire du continent. Si on regarde l'histoire de l'Europe, on a la guerre avec Napoléon qui a été gagnée par les Russes, on a la guerre avec Hitler qui a été gagnée par les Russes, et c'est les Russes, les soldats russes qui ont été à Paris et au Berlin. Ce n'est pas, excusez-moi, les soldats français. La France a résisté durant la Deuxième Guerre mondiale 40 jours à Hitler. Et donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui les soldats français seront envoyés en Ukraine. Même bon, les soldats français chassés même de l'Afrique seront en Ukraine dans le combat contre la Russie. Ce qui m'étonne aussi, c'est le fait d'avoir cru que l'économie russe, vous savez, c'est ce qu'avait dit le ministre des Finances, Bruno Le Maire, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. On a eu récemment Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit nous allons asphyxier l'économie russe. Comment vous expliquez ces biais cognitifs qui fait qu'ils sont incapables de saisir exactement le niveau, là où en est l'économie russe, puisque finalement, quand on regarde, la Russie dépense dans son budget de la défense 6,5% du PIB, ce qui n'est pas grand-chose, pour tenir tête à une coalition autour de l'OTAN. Donc d'où viennent cette mauvaise appréhension de la réalité économique russe, non seulement militaire, mais économique russe, c'est ça qui est quand même assez étonnant. Ils ont des économistes dans ces... Mais c'est une faute des économistes de juger toutes les relations dans le monde avec les chiffres de PNB ou des valeurs économiques. La Russie, à part de l'économie, il y a le peuple russe, qui n'est pas un peuple très riche, n'est pas un peuple très génial, mais qui joue son rôle historique malgré les chiffres de PNB du pays. Et ce qui concerne leur appréciation de l'état actuel, à mon avis, ils ont tort, parce que la vie quotidienne des gens, ce qui est le plus important, il continue. Malgré la guerre, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les sanctions, les gens ne vivent pas moins bien qu'ils vivaient il y a 3 ans ou il y a 5 ans. Donc c'est ça la réponse à toutes ces fictions, etc. Et comment vous voyez les choses, la victoire russe, vous la voyez comment? Vous avez dit dans notre dernière interview que votre grand-père était maire de Kiev, je crois. Arrière-grand-père était maire de Kiev. Ça veut dire que l'armée russe doit défiler à Kiev pour gagner la guerre? On verra bien. Pour nous, l'essentiel, c'est assurer la sécurité de la Russie pour les futures générations. Donc la sécurité ne peut pas être unilatérale. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Et pour la Russie aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette guerre et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire, voilà, il faut un défilé militaire à Kiev ou il faut un défilé militaire à Odessa. Il faut faire en sorte que l'Ukraine, comme un État indépendant, ne menace pas à la Russie avec les bases de l'OTAN et il faut
à mon avis, c'est pas quelque chose qu'il faut prouver aux Ukrainiens parce qu'eux, ils ont très bien compris déjà. Ils sont pas bêtes, mais il faut prouver ça aux Européens. C'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, c'est les Européens qui poussent les Ukrainiens à sacrifier leur génération des jeunes hommes chaque jour sur le front de cette guerre. Aujourd'hui, les exigences russes déjà pour un cessez-le-feu, c'est que Kiev retire ses armées des territoires russes, des nouveaux territoires russes, c'est-à-dire une partie du territoire de Donetsk, une partie du territoire de Kherson, une partie du territoire de Zaporojhye. Mais si Kiev fait ça, qu'est-ce que les autres villes russes d'Ukraine, comme Odessa, Kharkov, qui sont des villes profondément russes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Là aussi, il y a des gens, il y a sans doute des Ukrainiens, enfin des Russes d'origine ukrainienne ou inversement, qui vont rester à la merci des unités de représailles comme Azov, comme Non, Haïdar. non, non, justement, toute cette opération militaire spéciale est faite pour que les unités comme Azov et les formations nationalistes pro-fascistes ukrainiennes disparaissent du territoire ukrainien. Donc ça veut dire que même si Kiev se retirait de ces territoires, les exigences de dénazification, démilitarisation, Ouais. elles font partie du traité, Ils font final. partie de traité final parce que sinon, laisser 20 millions des Russes qui habitent en Ukraine comme ça, dans cette situation, il est impossible. Est-ce que vous pensez que la défaite, qui pour moi, je l'ai souvent dit, est certaine de la coalition otano-kievienne, pourrait avoir des conséquences politiques? On a vu, en France, on a perdu la guerre en 1870 contre les Allemands. Napoléon III a perdu. Bien sûr, ça aura des conséquences politiques pour les leaders politiques européens d'aujourd'hui qui montrent leur russophobie chaque semaine. Donc ça ne sera pas sans conséquences pour eux, surtout dans des élections en Europe qui vont se passer dans ce temps-là. L'Union européenne avait 2 promesses, c'était la prospérité et la paix. On en est où sur ces 2 promesses, selon vous? Ça, moi, comme heureusement, j'habite pas à l'Union européenne, donc je sais pas, à mon avis, la plupart des habitants de l'Union européenne n'ont pas ressenti pour l'instant la prospérité et la paix en tout entier, quoi. Donc, Je voudrais vous poser une question un petit peu polémique. Il y a eu, je crois que c'est en décembre 2022, le Parlement français a reconnu l'Holodomor, donc la mort par la faim des paysans d'ailleurs qui étaient ukrainiens, russes, kazakhs, a reconnu comme un génocide, dont les historiens sérieux savent que ce n'était pas le cas. Comment avez-vous pris cette décision, cette reconnaissance vous savez, ça fait partie de campagnes pro-ukrainiennes parce que ça, c'est un narratif ukrainien que c'était un génocide. Ben, eux, ils disent c'était le génocide russe contre les Ukrainiens. Tandis que les Russes de la région de la Volga, les Kazakhs, ils sont morts à cause de l'absence du blé et à cause de la politique des partis communistes de l'époque. C'est une chose qui n'a rien à voir avec les nationalités. C'est plutôt, il y avait plus de communistes parmi les Ukrainiens que parmi les Russes, donc on peut dire que c'était un génocide des Ukrainiens contre les Russes. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Même la vérité historique n'intéresse personne parce qu'on utilise ça comme des narratifs politiques pour, encore une fois, dire que les Russes, c'est des barbares qui mangent les enfants. Mais non, on ne peut pas répondre à des accusations de ce genre-là. Il faut rester tranquille. On ne peut pas à chaque fois dire on va vous prouver qu'on ne mange pas les enfants. À la fin, on dit oui, on mange les enfants, ok. Bon, taisez-vous, mais on mange les enfants. Et on pourrait avoir une réponse au niveau de la Douma, par exemple, que vous reconnaissiez le génocide vendéen, par exemple, J'espère qu'on ne va pas descendre à ce niveau de discussion. On n'aimerait pas, vraiment de descendre au-delà. Et